Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ben oui, je pense que Martin Carly m'a cloné. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ça. Alors, écoutez, ça fait plaisir d'être ici cet après-midi avec vous. Passez l'après-midi, puis c'est un congrès qui est tout à fait extraordinaire. Alors, sans plus tarder, je vois que les gens rentrent encore, mais sans plus tarder, j'inviterai donc le ministre responsable des services sociaux à venir prendre la parole, Dr Lionel Carman. Merci. Bonjour tout le monde, on m'entend bien? Oui, super. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Puis je remercie Mme Girard, Isabelle Girard, de me donner la chance de vous parler de notre vision de la santé mentale et vers où on doit aller. Et ça tombe bien, on doit aller vers la première ligne. Donc, ça me fait plaisir de vous entretenir aujourd'hui. Donc, il ne fait aucun doute qu'un réseau de la santé efficace passe par une première ligne efficace, cohésive, humaine et tournée vers l'expérience et les besoins des patients et des usagers. Qu'il s'agisse des services sociaux généraux, des soins et services en santé mentale, de la première ligne jeunesse, de l'itinérance, de la dépendance ou de l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap, la première ligne joue un rôle déterminant dans le mieux-être de tous les Québécois. Non seulement par le biais des soins et services qui sont prodigués par l'ensemble des professionnels du réseau, mais aussi en matière de prévention et de promotion de la santé et du bien-être. Commençons par parler de l'importance de l'accès à la première ligne dans l'accès aux soins en santé mentale. Moi, les efforts que j'ai faits au cours des dernières années, ça a été vraiment de rétablir une porte d'entrée facilement accessible en première ligne et connue de tout le monde. Donc, on a mis sur pied le 811 option 2, une porte d'entrée qui, depuis qu'on l'a ouverte, fait ses preuves, ou depuis qu'on a facilité l'accès, fait ses preuves, et joue un rôle essentiel en matière d'accueil et de référence. Pour vous dire, c'est actuellement, là, les dernières semaines, c'est 13 000 appels par semaine qui sont reçus dans les différentes régions du Québec, et le chiffre est toujours en forte croissance. C'est évidemment entièrement gratuit. Puis ce qui est important de savoir, puis de dire à tout le monde, c'est que c'est des professionnels de la santé qui vous accueillent quand vous parlez à quelqu'un au 811 Info Social. Puis il y a une particularité aussi que je parlais ce matin avec les gens à un autre entretien. Ce qui est une particularité aussi avec les besoins en santé mentale, c'est que contrairement aux gens qui appellent le 811 santé physique, l'option 1, et qui prennent le temps d'attendre 1 heure, des fois plus, au niveau de l'info sociale, pour la santé mentale, l'attente moyenne est d'à peu près 3 minutes, mais on a quand même plus de 20 des gens qui raccrochent, 22-23 et la majorité raccroche à l'intérieur de 10 secondes. Donc ça, il faut s'en rendre compte que les gens qui appellent pour la santé mentale, c'est la vision qu'on veut faire, c'est pour ça que la première ligne est si importante, c'est qu'en santé mentale, quand on arrive sur une porte close, mais les gens souvent préfèrent retourner et n'ont pas accès aux soins immédiatement, et souvent ils n'oseront pas retourner une deuxième fois. Donc c'est super important l'accueil pour moi. Les chiffres que je vous donne, c'est 535 000 appels qui ont été reçus, une hausse de 46 en 2022 par rapport à 2019. Donc, ça démontre l'importance et la pertinence du service qui est fourni. Je souhaite, moi, que Info Social soit connu de tous les Québécois. Et évidemment, j'ai besoin de vous en ce sens. Il faut continuer de marteler le message que c'est accessible en tout temps, parce que ça peut contribuer de façon significative à la détresse psychologique. Il y a même des équipes au niveau de services sociaux généraux qui répondent à ces appels-là, où ils peuvent vous pouvez même avoir un rendez-vous, l'équipe de crise peut aller chez vous. Donc, quand les équipes sont suffisamment grosses, l'accès au service est très important à la porte d'entrée du 811 Info Social. Et en faisant ça, on consolide le filet d'accès pour toutes les personnes vivant un épisode difficile ou en situation de crise. Une petite parenthèse sur un des enjeux, évidemment, c'est que dans certaines régions, puis c'est le défi, je trouve, le plus grand qu'on a au Québec, c'est la desserte territoriale, où de très grandes régions sont à faible population. Et depuis toujours, pour des questions de vérificatrice générale, les budgets en santé ont été alloués sur une base presque uniquement populationnelle.
Contrairement au travail, à l'emploi, où il y a des enjeux au niveau de pauvreté des milieux, en santé, on n'a pas pris le temps de prendre soin de cette complexité qui est la trajectoire que certains de nos intervenants doivent couvrir. Donc nous, on essaie de renverser la tendance en donnant des seuils minimaux de financement pour s'assurer qu'il y ait au moins une équipe et non pas une personne, ou même des fois, les budgets qui sortaient, c'était des 0,3 équivalents temps plein. Je veux dire, 0,3 équivalent temps plein d'une équipe en santé mentale, là, ça ne donne pas beaucoup de services. Donc, c'est important pour nous là, de s'assurer que le financement soit équilibré dans toutes les régions du Québec. Ça prend du temps, on ne peut pas renverser les choses du jour au lendemain, mais tranquillement, c'est vraiment vers ça qu'on veut aller, s'assurer que tout le monde ait accès aux services dans toutes les régions du Québec. Je souhaite vraiment remercier les équipes du réseau et les partenaires présents aujourd'hui pour l'enthousiasme et la détermination avec laquelle ils portent le plan d'action interministériel en santé mentale et les actions qui parfois commandent un changement de culture ou d'approche important. Il y a des millions de personnes qui se présentent dans nos urgences chaque année. Je viens de faire les crédits, là, le chiffre c'est 3 millions, dont plusieurs pour des problèmes de santé mentale. 3 millions pour des problèmes de santé mentale. Puis pour vous donner l'importance de ça, dans nos programmes de santé mentale, si on inclut l'info sociale, les services sociaux généraux et les programmes de santé mentale, on a à peu près 900 000 personnes. Puis par rapport à ça, il y a 3 millions de visites aux urgences pour des problèmes de santé mentale. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire si on veut faire de la prévention et attraper les gens en amont. Mais toujours dans cette optique du patient bien vu au bon moment par la bonne personne, il faut assurer rapidement la prise en charge de ces personnes et les libérer rapidement, évidemment, si jamais ils se présentent à l'urgence. Donc, il faut travailler à désengorger les salles d'urgence, puis mon collègue Christian Dubé serait très heureux de ça. Et ça passe par ce qu'on appelle la redirection rapide des patients vers d'autres services lorsque c'est indiqué. Donc, une des mesures qu'on souhaite mettre en place cette année, puis j'en ai déjà parlé publiquement, on avait un petit projet pilote pour 6 établissements, mais on va le déployer vraiment à travers le Québec parce que je pense que c'est prioritaire. C'est d'avoir des équipes d'accueil interdisciplinaires composées d'une infirmière, d'un travailleur social et d'un organisateur communautaire en santé mentale à l'accueil en amont de l'urgentologue. Selon l'évaluation de la situation, cette équipe pourra prendre en charge la personne, la rediriger le plus rapidement possible vers le GASMA si ce qui est nécessaire, vers une ressource communautaire si c'est ce qui est nécessaire, ou faire le suivi approprié, que ce soit intra-hospitalier ou autre. Évidemment, il y en a certains qui auront besoin de voir l'urgentologue ou même le psychiatre, ça c'est sûr, mais quand même, on va pouvoir libérer beaucoup de patients qui souvent sont triés dans notre système actuellement comme des P4, P5 et qui passent des heures et des heures, vous le savez, en ambulatoire dans nos salles d'urgence. Donc ça, c'est un programme très important. On passe de 6 régions et on veut vraiment le déployer partout. Puis je suis certain qu'avec la mise en place de ces équipes, nous pourrons faire une réelle différence dans le taux d'occupation et la durée d'attente dans nos urgences, au bénéfice de tous, les patients évidemment, mais également les cliniciens et intervenants de nos urgences. Nous ne sommes pas sans savoir que les séjours de patients en santé mentale sont également très longs, les séjours hospitaliers, je parle maintenant, voire les plus longs observés dans le réseau de la santé. L'hospitalisation est vraiment nécessaire dans certains cas, tout comme le sont les séjours au long cours. Mais ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Dans certaines situations, il serait possible et même plus bénéfique de prodiguer les mêmes soins, mais dans un milieu de vie de la personne. Développer et implanter des alternatives à l'hospitalisation sont au cœur des priorités que l'on établit pour les prochaines années. J'ai d'ailleurs annoncé de nouveaux investissements pour réaliser 3 ambitieuses initiatives dans ce sens. Évidemment, l'approche dans le plan interministériel en santé mentale, c'est No Wrong Door, pas de mauvaise porte, soit qu'une personne ayant besoin de services ne devrait pas se voir fermer la porte à cause de critères X ou Y. Donc ça, c'est important pour la première ligne. Et assurer une meilleure fluidité dans l'accès aux services, quel qu'il soit. Donc, dans un premier temps, nous souhaitons implanter des équipes spécialisées d'intervention rapide et de relais en santé mentale dans la communauté. L'implantation de ce genre d'équipe permet à la personne qui reçoit un congé de l'urgence à la suite d'un épisode aigu d'avoir un suivi dans sa communauté le plus rapidement possible. L'Institut universitaire de santé mentale de Montréal et son équipe Résolution, c'est vraiment le modèle qu'on va utiliser pour déployer ce modèle ailleurs. Puis l'équipe de l'Institut universitaire, justement, est en charge de ce déploiement à travers la province.
Ce suivi permet d'évaluer s'il est nécessaire d'effectuer des demandes de services ou encore de faire la liaison avec un partenaire de la communauté, comme un groupe de médecine de famille, un centre de crise ou un organisme communautaire. Ainsi, grâce à ce genre d'initiative, le recours à l'urgence peut être évité, le nombre d'observations pour la nuit peut être diminué et les séjours prolongés d'hospitalisation peuvent être aussi évités. Donc, 3 bénéfices importants. La deuxième initiative que nous sommes en train de mettre en place également, c'est les unités d'intervention brève en psychiatrie. Vous savez, encore une fois, comme je le disais tantôt, on voit des durées de séjour dans certains établissements, surtout les hôpitaux psychiatriques, qui peuvent durer plus de 40 jours. Donc, pour nous, c'est important d'avoir ces unités d'intervention brève où on parle de 48 à 72 heures d'intervention intensive pour éviter ces hospitalisations prolongées. On vise évidemment de favoriser le retour rapide à domicile une fois qu'on passe à travers ces unités d'intervention brève. Le groupe qui va nous aider, c'est l'Institut universitaire en santé mentale du Douglas, où le modèle est déjà bien établi et où même ils voudraient agrandir leur unité. Cette initiative permettra de stabiliser l'État pour qu'elle puisse reprendre le plus rapidement possible leur rôle occupationnel et social des individus qui seront hospitalisés. On assure la sécurité physique et émotionnelle des personnes, tout en offrant un environnement sécuritaire à notre personnel. Les unités d'intervention brève permettront d'éviter des admissions ainsi que le phénomène des portes tournantes qu'on veut tous réduire le plus possible et qu'on entend encore trop souvent dans les médias. La troisième et dernière mesure que nous souhaitons développer à la grandeur du Québec, c'est les équipes d'hospitalisation à domicile. L'équipe TIBD de l'Institut national en santé mentale de Québec va nous servir de modèle et ceux qui vont déployer le modèle à travers les autres régions du Québec. Donc, comme l'expression le dit, l'équipe hospitalière qui inclut un infirmier, une infirmière, le médecin et un travailleur social ou un autre intervenant psychosocial font des visites à domicile, des fois plusieurs fois par jour, pour prendre des patients avant qu'ils soient hospitalisés. Donc, un patient qui se présente, même, j'ai fait une journée avec cette équipe-là, et même un patient qui se présente pour un risque suicidaire, par exemple, après l'évaluation, peut être prise en charge par cette équipe, retourner à domicile tout de suite, mais la prise en charge se fait dans le milieu. Et ça, c'est de façon quotidienne. Puis on a beaucoup de bénéfices à faire ça. Premièrement, pour la récupération dans le milieu de vie, qui se fait dans le milieu de vie du patient. Puis aussi une chose que je tiens beaucoup à cœur, puis je pense qu'il faut qu'on arrive à améliorer, c'est vraiment l'intervention ou l'implication des proches des patients en santé mentale dans leur prise en charge. Je pense qu'on entend trop souvent des parents, des conjoints qui se sentent un peu mis à l'écart. Oui, c'est l'important, la confidentialité. Oui, j'entends les groupes de patients qui m'en parlent beaucoup, mais je pense qu'on peut trouver un meilleur équilibre. Puis des programmes comme ça où on donne les soins dans les milieux de vie, ça vient vraiment, vraiment nous aider. Au-delà de ces 3 initiatives, j'ai aussi une autre ambition qui nous permettra de multiplier les portes d'entrée vers la première ligne. Je souhaite vraiment ramener les services de première ligne en santé mentale au niveau du CLSC. Puis je crois que j'ai vu ma collègue Shirley Dorismont, mon adjointe parlementaire et députée de Marie-Victorin, rentrer. Puis c'est avec elle qu'on porte ce dossier-là. Elle va rencontrer les différentes régions et voir comment on peut recréer ce qui, évidemment, vous le savez, avait été défait par le gouvernement précédent. Je pense qu'on a une base d'équipes psychosociales dans nos CLSC qui peuvent facilement faire le pont. Et il faut vraiment remettre les groupes en parole, en contact, que ce soit les groupes santé mentale, services sociaux généraux et évidemment l'accueil psychosocial. Je pense qu'en plus, Shirley est vraiment la meilleure personne pour faire ça, forte de son expérience d'infirmière en première ligne, une expérience également en dépendance, une expérience aussi en santé mentale. Donc, je pense que c'est vraiment important et j'ai la meilleure adjointe parlementaire pour le faire actuellement. Bon, maintenant, ce qui est important aussi, puis je ne veux pas mettre le focus là-dessus, mais plus on donne le service à un moment approprié, plus on va être capable de baisser nos fameuses listes d'attente. Quand je fais les tournées, il y a beaucoup d'intervenants qui m'ont dit
Oui, mais on voit beaucoup plus de patients. Je pense que si on compare 19-20 à 21-22, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a 200 000 patients qui ont été vus de plus. Puis ça a été grâce à l'approche interdisciplinaire qu'on a réussi à établir en utilisant tous les professionnels de la santé mentale, psychiatres, psychologues, mais aussi les travailleurs sociaux, les infirmières cliniciennes, les IPS, les infirmières, les ergothérapeutes. Je pense que tout le monde a mis la main à la pâte, puis ça paraît dans nos résultats, puis il faut continuer d'aller vers ça. Mais ce qui est important également, c'est de se donner des objectifs encore plus grands et on va travailler là-dessus. On veut permettre aussi, une des choses qui est importante pour nous, c'est de permettre à ceux qui ne lèvent pas la main, et ça, bon, avant on disait que c'était 50% de la population. Là, les psychiatres nous disent que c'est peut-être plus 40%. Je pense que nos plus jeunes, ils ont une sensibilité face à la santé mentale, ils ont moins de tabous face à la santé mentale. Donc je pense que les demandes ne vont qu'augmenter, mais il faut être prêt pour ça. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et puis je pense que ces succès-là vont passer vraiment par la première ligne. Un autre endroit où on veut améliorer les services en première ligne, c'est au niveau de la protection de la jeunesse. Et pour ce faire, j'ai encore aussi besoin de vous au niveau de la première ligne, parce que ce qu'il faut améliorer, c'est vraiment les services en première ligne jeunesse. Je pense que beaucoup la lumière a été mise beaucoup sur la protection de la jeunesse. On a ouvert beaucoup de postes en protection de la jeunesse. C'est des postes qui ne sont pas nécessairement faciles à combler. Mais quand on regarde vraiment les données, là, ça fait 4 ans que je suis ça, quand on regarde vraiment les données, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a 130 000 signalements par année. 130 000 signalements par année. Que ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 40 000 signalements qui sont retenus. Et par la suite, il y a de l'intervention qui se fait sur 16 000 jeunes à peu près, après l'évaluation orientation. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que ces jeunes qui sont signalés aient accès à des services le plus rapidement possible. Parmi les 40 000 signalements qui sont retenus, il y en a juste 8 000 qui sont dans les niveaux 1 et 2. Donc, les abus physiques, abus sexuels, suspicion d'abus physiques, suspicion d'abus sexuels. Le gros de la liste d'attente, là, c'est vraiment des gens qui attendent pour des services, que ce soit de la parentalité, des problèmes de parentalité, des problèmes de retard de développement, troubles d'apprentissage, des problèmes de négligence alimentaire, négligence vestimentaire. Donc vraiment, il faut que la première ligne prenne le dessus et puisse offrir de l'accès aux services à ces jeunes-là. Donc encore une fois, un peu comme la santé mentale, le financement des services jeunesse est vraiment déséquilibré. Je vais terminer là-dessus. Les deux ont à peu près 2 milliards de dollars de budget, les deux services, mais 1,5, 1,3, 1,5 milliards est vraiment au niveau des services spécialisés. Il y a à peu près 200-300 000 dollars au niveau des services de première ligne et à peu près 150-200 000 dollars qui vont aux organismes communautaires. Personnellement, puis je pense que notre gouvernement aussi, on veut renverser la machine. C'est sûr que pour ce faire, il faut le faire progressivement, mais peut-être qu'avec les projets qu'on met de l'avant, comme l'hospitalisation à domicile ou d'autres projets où les services vont être donnés en proximité, on va pouvoir aller plus vite et financer beaucoup mieux la première ligne et les organismes communautaires pour qu'ils viennent plus en aide dans la prise en charge de nos jeunes. Donc nous, on voit le rôle de la première ligne comme fondamental, on veut l'accroître, on veut l'augmenter au cours des prochaines années, puis on compte sur vous pour réussir ce virage qui est essentiel au futur des soins et des bien-être de nos plus vulnérables à travers le Québec. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, mes chers amis, écoutez, on se donne rendez-vous ici même vers 15h15, à peu près, mettons, 15h30. Mettons vers 15h30. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ben, mon Dieu, il y aura notre Dragon's Den, évidemment. Et puis aussi, il y a la clôture du congrès qui va se faire ici. Si jamais il y a des retards, c'est pas compliqué. Vous n'avez qu'à regarder, n'est-ce pas? Prendre note des notifications sur l'application de votre téléphone. Voilà un peu ce qui se passe. Bien, vous pouvez maintenant retourner donc dans vos salles de conférence et puis on se retrouve tout à l'heure vers 3h30. Merci, à tantôt.